Jacques Navarro, bonjour. Alors tu es là pour le FIFO, tu présentes quelque chose, il me semble. Il me semble aussi. Je présente un film en compétition qui s'appelle Pouvana, ni haine ni rancune. Mais il y a déjà eu des choses qui ont été faites sur Pouvana. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-ci? Alors il y a eu le film de Marie-Hélène Villerme qui a été présenté au FIFO hors compétition en 2012, qui avait remporté le prix du public, qui s'appelait L'élu du peuple. C'est un film qui présente le personnage de Pouvana, son histoire et ce dont il a été victime. Le film que j'ai fait n'a rien à voir avec celui-ci. Il est dédié d'ailleurs à Marie-Hélène Villerme, puisque c'est elle qui a démarré ou qui a accéléré un peu cette dynamique de la volonté de révision du procès de Pouvana. Et ce film, en fait, raconte le feuilleton qui dure depuis 40 ans de toutes les tentatives de révision du procès de Pouvana, à commencer par sa propre demande quand il est rentré, et qui n'a jamais eu de suite. Sauf là, grâce à Christiane Taubira, qui a déposé une demande en révision auprès de la Cour de cassation en 2014. Et le 19 décembre dernier, c'est-à-dire il y a un mois et demi, la Cour de cassation a accepté la révision du procès. Ça aura donc lieu dans l'année 2018, vraisemblablement. Oui, parce qu'on pense quand même qu'il y a une grande injustice depuis des années, et il est temps que justice lui soit rendue, en fait. C'est pas qu'on pense maintenant, c'est que les preuves sont là. Les archives se déclassifient au fil du temps. Et l'historien Jean-Marc Regnault a été chargé d'aller consulter ces archives qui aujourd'hui ne laissent absolument aucun doute sur l'innocence de Pouvana. Il a été manipulé, on l'a accusé, on a organisé de faux incendies de l'île de Papété en disant que c'est lui qui avait. Et ça a été écrit noir sur blanc dans les verbatims des conseils de ministres, il paraît, de l'époque, auxquels De Gaulle assistait, alors qu'on a toujours dit que De Gaulle n'était pas au courant de tout ça, et qui disait clairement qu'il fallait se débarrasser de Pouvana. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, pour raison d'État, pour pouvoir faire de Montauroy le lieu pour la bombe. Voilà, parce que en 1957, il y a une étude qui a été menée par le général Ayaré, qu'on lui avait demandé de savoir où est-ce que la France pouvait faire un essai nucléaire. Donc il y avait le Sahara, les Kerguelen et les Tuamotu. Et c'est le Sahara qui a été retenu. Les Kerguelen, c'est beaucoup trop loin, ça coûterait beaucoup trop cher, il n'y a rien du tout. Et en Polynésie française, le Tuamotu, il n'y a pas d'aéroport international. Donc, le Sahara était désigné tant que la France procéderait à des essais de faible puissance. Parce que le sous-sol du Sahara ne pourrait pas supporter des bombes à hydrogène, de H. Et il n'était pas question de faire des essais de l'atmosphère, c'est les pays voisins, ça aurait créé des problèmes diplomatiques infernaux. Et donc, finalement, ce général a rendu son rapport. On a décidé de faire les premiers essais à Reagan au Sahara. Et puis, 6 semaines après la remise du rapport, on a décidé la construction de l'aéroport de Tahiti, comme par hasard. Comme par hasard. Mais est-ce qu'il était obligatoire à l'époque de faire des essais pour une bombe nucléaire? Pourquoi cet engouement pour le nucléaire? Alors, c'est pas un engouement, c'est directement la personnalité du général de Gaulle qui a vécu la défaite de 40 comme une humiliation absolue pour la France. Et sa priorité absolue, quel qu'en soit le coût humain ou financier, c'était de donner que la France garde son indépendance et reste dans le concert des nations puissantes dans le monde. Et parce que c'était aussi à l'époque de la guerre froide. Et à l'époque, la seule façon d'être à la fois indépendant et de l'Ouest, c'est-à-dire des Américains, et de l'Est, c'est-à-dire de l'Union soviétique, c'était de posséder l'arme nucléaire. Donc, toute autre considération ne tenait pas devant ce voilà, raison d'État, donc on a sacrifié Pouvana en faisant le bouc émissaire finalement. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait, comme lui avait une aura très importante auprès des Polynésiens, il gagnait toutes les élections, il était président de l'Assemblée territoriale, il était vice-président du Conseil du gouvernement. À Paris, on considérait qu'il était impossible de conserver Pouvana. Oui, parce qu'il était contre les essais nucléaires. Alors, il était non seulement contre les essais nucléaires, mais il était indépendantiste.
il a milité activement pour le non au référendum de 1958, dont la question était « Voulez-vous rester français ?» Le oui l'a emporté, mais avec un score moins élevé que dans les autres colonies, puisque c'était 65%. Et surtout, en tant que président de l'Assemblée territoriale, si la majorité de l'Assemblée territoriale demandait le statut de pays de la communauté française, puisque c'est ce que la Constitution nous permettait aux colonies, si elle le demandait, d'avoir ce statut de pays de la communauté française. Et une fois ce statut obtenu, il était très facile de demander l'indépendance au bout de 2 ans, et la France ne pouvait pas la refuser. Donc si Bourna était resté, il aurait demandé ce statut, et 2 ans après, il aurait demandé l'indépendance, et la communauté française serait sortie du Gironde. C'est pour ça qu'en quelque sorte, on l'a embastillé, comme à l'époque des rois. Or, il y a des déclarations dans ces Conseil des ministres, pas encore écrit noir sur blanc, qui disent qu'il est hors de question que la Polynésie sorte de la France, pour les raisons d'installation du CEP, du centre d'expérimentation nucléaire. Donc il fallait se débarrasser de Bourna, et il est même précisé dans certains écrits que c'était urgent et qu'on pouvait employer des moyens éventuellement, pas forcément les... Et dans ton livre, tout est dit. Dans ton film, pardon. Non mais moi tu sais, je confonds toujours film, livre, parce que quand je lis un livre, je me fais des films, et quand je vois un film, je vois le livre. Comment on le voit? Je ne savais pas. Les livres, en fait, c'est Jean-Marc Regnault qui les écrit. Et dans mon film, en fait, on le suit, et on découvre une à une toutes ces archives. Alors, on le suit à Paris, au ministère de la Défense, au Fort Vincennes, où il y a des archives de la Défense, aux archives nationales, aux archives de l'Institut Charles de Gaulle. On le suit comme ça et on découvre ces archives qui aujourd'hui ne laissent absolument plus aucun doute. Alors, la question que je me pose, ou peut-être d'autres personnes se posent, c'est que si on reconnaît que l'État a fait une grave erreur judiciaire ou que c'était un complot, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, que des bonnes choses. C'est pas l'État qui reconnaît l'innocence c'est pas le politique qui reconnaît l'innocence de Bourna, qui reconnaîtra, c'est la justice. On est encore dans une démocratie en France, et il y a aujourd'hui quand même une séparation du politique et de la justice. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de Gaulle. Mais aujourd'hui c'est le cas. Donc c'est la justice qui dira on l'innocente ou pas. Mais la France a tout à gagner. C'est d'ailleurs gagnant-gagnant. C'est gagnant pour la famille, les descendants et les Polynésiens en général, qui tous souhaitent que son innocence soit reconnue. Et puis c'est gagnant pour l'État, parce que ça lui donnera une image qui tranche avec celle du passé de l'État colonial. Donc, je pense... Alors déjà, c'est la première fois que le procès sera révisé, parce que toutes les demandes précédentes ont été refusées, en disant il n'y a pas d'éléments nouveaux, il n'y a pas de ceci, cela. Maintenant, il y en a parce que justement, il y a ces archives qui sont déclassifiées. Il a même eu accès à des archives non déclassifiées par autorisation spéciale du président de la République, etc. Donc, et voilà, c'était dans ces archives-là qu'on trouvait les preuves. Donc si la Cour de cassation, les jurés, pas garanti à 100% qu'ils vont innocenter Bourna. Mais on n'a quand même jamais été aussi proche. Donc il faut aller voir ton film? Alors, si l'histoire vous intéresse, oui, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant, hier, j'ai eu une projection avec les scolaires. Ce sont des gamins qui ont 15 ans, quoi. À part l'avenue, il ne voit pas qui c'est. Pas forcément, sauf si dans les familles on en parle, mais bon, voilà, c'est une histoire qui les dépasse maintenant. Voilà. Et ils ont quand même été un petit peu préparés par leur prof avant de venir à la projection. Mais j'ai été emballé par les réactions du film, et à la fin, voilà, c'était un déchaînement, l'applaudissement, ça citait partout, tout le monde était là. Et puis après, des questions qui étaient très intéressantes, quoi. Donc, moi, ce qui me plaît en particulier dans le film, c'est un film qui essaye, et qui apporte sa petite pierre pour essayer de réparer une injustice de l'histoire.
Et puis parce que c'est aussi une espèce de devoir de mémoire de transmettre à une autre génération pour qu'ils oublient ce genre de choses. C'est pas les seuls, mais il y a c'est une période de l'histoire qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils est là, qu'ils connaissent, qu'eux-mêmes ensuite transmettent à des descendants. Merci Jacques. Merci à toi.